Le colis m'attendait quand j'ai pointé pour mon service. Je ne l'ai pas remarqué tout de suite. J'étais trop occupée à me disputer avec Marcus pour savoir qui devrait prendre la livraison Henderson. Celle avec le chien agressif et le portail cassé et le client qui ne donnait jamais de pourboire. Marcus a gagné, parce que Marcus gagnait toujours. Il travaillait cette tournée depuis 3 ans de plus que moi, et l'ancienneté, aimait-il me rappeler, était la seule monnaie qui comptait chez Willow Couriers. Alors j'ai pris mon bloc-notes et j'ai scanné les bordereaux restants, et c'est là que je l'ai vu. Un colis resté tout en bas de la liste. Pas d'adresse postale. Pas de numéro d'appartement. Pas de nom d'entreprise. Juste 3 mots imprimés dans une police qui semblait légèrement décalée, comme si quelqu'un les avait tapés sur une machine plus ancienne qu'elle n'aurait dû l'être. Fin de Willow Road. J'ai interrogé Sheila au bureau de dispatch à ce sujet. Sheila travaillait de nuit chez Willow Courier depuis 15 ans. Elle connaissait chaque tournée, chaque chauffeur, chaque livraison bizarre qui passait par le système. Mais quand je lui ai montré le bordereau, elle s'est contentée de hausser les épaules. Probablement un bug du système, a-t-elle dit, sans me regarder. Prends-le. S'il n'y a pas de maison, tu le ramènes. Quel genre de nom c'est, fin de Willow Road? Ce n'est pas un nom. C'est une description. Elle a finalement levé les yeux, et il y avait quelque chose dans son regard que je n'avais jamais vu auparavant. Quelque chose de fatigué et de vieux et de soigneusement enfoui. Écoute, gamin. Fais juste la livraison et reviens. N'en fais pas toute une histoire. J'aurais dû insister. J'aurais dû poser plus de questions. Mais il était 11h30 du soir. J'avais 6 autres livraisons à faire, avant de pouvoir seulement penser au colis mystère. Et j'étais trop fatiguée pour contester la marque particulière d'indifférence de Sheila. Solide comme un mur de briques. J'ai jeté le colis à l'arrière de la camionnette, et je l'ai oublié. La nuit était froide. Pas le froid pur de l'hiver, mais le froid humide et pénétrant de la fin d'automne, quand l'air semble transpirer, et que le brouillard monte du sol en lentes colonnes tourbillonnantes. Les rues étaient vides. Les lampadaires clignotaient sur mon passage, leur lueur orange vacillant comme un battement de cœur mourant. J'ai fait mes livraisons. Une par une, les adresses familières disparaissaient de la liste. L'immeuble de la rue Carter, où l'ascenseur ne fonctionnait jamais. La maison de ville de Miller, où le client laissait toujours des pourboires en liquide dans une enveloppe scotchée à la porte. L'immeuble de bureau de Churchill, où le gardien de nuit et moi avions développé une camaraderie silencieuse, échangeant des hochements de tête et rien de plus. À 2h du matin, il ne me restait qu'un seul colis, le colis mystère. Je me suis garée sous un lampadaire clignotant et j'ai vérifié mon téléphone. La carte GPS montrait ma position comme un point bleu, palpitant sur une route que je reconnaissais. Mais l'adresse de livraison, quand je l'ai tapée, a vacillé puis s'est dissoute. La carte ne pouvait pas la trouver. Le planificateur d'itinéraire ne pouvait pas la calculer. L'application continuait de tourner, cherchant une destination qui n'existait pas. J'ai pris le colis et l'ai examiné pour la première fois. C'était une boîte en carton standard, peut-être 30 cm², enveloppée dans du papier kraft brun qui était devenu doux et velouté avec l'âge. L'étiquette était écrite à la main, mais l'encre était délavée et tachée, comme exposée à la pluie ou aux larmes ou à autre chose encore. Il n'y avait pas d'adresse de retour, pas d'information sur l'expéditeur, juste un seul mot tamponné dans le coin où l'adresse de retour aurait dû se trouver retour. C'était tout, pas de nom, pas de rue, pas de ville, juste retour, en lettres capitales, comme un ordre ou un avertissement ou les deux à la fois. J'ai retourné le colis dans mes mains. Il était léger, trop léger pour sa taille.
Quand je l'ai secoué doucement, quelque chose a bougé à l'intérieur, doux et bruissant, comme des feuilles sèches ou du vieux tissu ou des cheveux. Je l'ai reposé. Je me suis dit que j'étais ridicule. Ce n'était qu'un colis, juste une livraison, juste un arrêt de plus dans un long service de nuit qui serait terminé dans quelques heures. J'allais conduire jusqu'au bout de Willow Road, trouver la maison qui s'y trouvait, déposer le colis et rentrer chez moi. Le GPS a vacillé une dernière fois, puis a complètement abandonné. L'écran est devenu noir à l'exception d'une seule flèche, pointant vers une route que je n'avais jamais vue auparavant. Je l'ai suivi. Willow Road commençait de manière assez ordinaire. C'était une route étroite à 2 voies qui bifurquait de l'autoroute principale à environ 5 km de la ville, serpentant à travers un quartier pavillonnaire qui avait connu des décennies meilleures. Les maisons étaient petites et fatiguées. Les pelouses étaient clairsemées. Les lampadaires s'espaquaient davantage à mesure que j'avançais, leurs flaques de lumière orange rétrécissant comme des mares qui s'assèchent. Puis les maisons se sont arrêtées. Les lampadaires se sont arrêtés. La route s'est réduite à une seule voie, l'asphalte se fissurant et s'effritant sur les bords. Les mauvaises herbes poussant à travers les fissures, comme des doigts cherchant à s'échapper. Les arbres se pressaient plus près, leurs branches s'entrelaçant au-dessus de ma tête, formant un tunnel d'obscurité qui avalait entièrement mes phares. J'ai vérifié mon téléphone. Pas de signal. Pas seulement un signal faible. Pas de signal du tout. Les barres avaient disparu. L'icône de données avait disparu. L'écran n'affichait que l'heure et la batterie, et un message dans le coin qui disait « Recherche ». Comme un enfant perdu appelant sa mère, j'aurais dû faire demi-tour. Chaque instinct que j'avais me hurlait de faire demi-tour. Mais la route était trop étroite pour un demi-tour et le brouillard s'épaississait. Et quelque chose dans la façon dont les phares se reflétaient dans la brume donnait l'impression qu'il y avait des silhouettes debout juste au-delà de la portée de la lumière. Ah, observant. Attendant. Alors j'ai continué à conduire. La route s'arrêtait devant une maison. Ce n'était pas une chose graduelle. Un instant, il n'y avait rien que des arbres et du brouillard et l'obscurité infinie. L'instant suivant, la route s'arrêtait simplement et il y avait la maison. Elle se tenait seule dans une clairière qui n'aurait pas dû exister, entourée d'arbres qui s'en écartaient comme s'ils essayaient de s'échapper. 3 étages de vieux bois et de peinture écaillée et de fenêtres qui fixaient le monde comme des yeux aveugles. Il n'y avait pas de lumière, pas de voiture dans l'allée, pas de boîte aux lettres, aucun signe de vie. Juste la maison et le silence et le colis à l'arrière de ma camionnette avec retour estampillé en lettres délavées. Je suis resté assis là un long moment, moteur au ralenti, les phares peignant la porte d'entrée d'une lumière blanche crue. La maison n'avait pas l'air abandonnée. Le porche était balayé. Les fenêtres étaient intactes. Il y avait des rideaux aux fenêtres de l'étage, pâles et translucides, bougeant légèrement comme agités par un courant d'air. Mais il n'y avait pas de courant d'air. Les arbres étaient parfaitement immobiles. Le brouillard flottait sans mouvement dans l'air. Le monde à l'extérieur de ma camionnette était une photographie, figé et silencieux et anormal. J'ai attrapé le colis et je suis sorti. Le froid m'a frappé en premier. Il faisait plus froid ici que sur la route principale. Plus froid que cela n'aurait dû pour une nuit d'automne. Mon souffle formait du brouillard devant mon visage, épais et blanc, et le froid s'infiltrait à travers ma veste, et s'installait dans mes os comme s'il m'avait attendu. Les marches du porche ont grincé sous mon poids. Je les ai comptées. 7 marches. Pourquoi les ai-je comptées? Je ne sais pas. Mais je les ai comptées, et je m'en suis souvenu, et plus tard, quand j'ai essayé de partir,
Je les compterai à nouveau et j'en trouverai 8. J'ai frappé à la porte, 3 fois. Le son a résonné à l'intérieur de la maison, se répercutant à travers les pièces vides et les espaces creux. J'ai attendu. Rien. J'ai frappé à nouveau. Rien. J'ai essayé la sonnette, mais le bouton était mort, le plastique fissuré et jauni par l'âge. Livraison, ai-je appelé. Ma voix paraissait petite et avalée, absorbée par le brouillard et le silence. Bonjour, livraison de colis. Rien, je me suis tournée pour partir. C'était le plan. J'avais fait preuve de diligence raisonnable. J'avais frappé. J'avais attendu. Il n'y avait personne. J'allais ramener le colis au dépôt et laisser Sheila décider quoi en faire. Mais alors que je me tournais, la porte s'est ouverte. Elle ne s'est pas ouverte à la volée. Elle n'a pas grincé sur des gonds rouillés comme dans un film d'horreur. Elle s'est juste ouverte. Lentement, silencieusement, glissant vers l'intérieur sur des gonds parfaitement huilés, parfaitement silencieux, parfaitement anormaux. Je me suis figée. Un pied sur le porche, un pied sur la dernière marche. La porte ouverte était un rectangle noir découpé dans la face de la maison, et au-delà, il n'y avait que l'obscurité. Pas l'obscurité ordinaire d'une pièce non éclairée, une obscurité plus profonde. Une obscurité affamée qui semblait avaler la lumière de mes phares sans rien rendre. « Bonjour » ai-je appelé de nouveau. Ma voix s'est brisée sur la deuxième syllabe. « Il y a quelqu'un » Silence. Puis, de quelque part au fin fond de la maison, un bruit. Doux, lointain. Le grincement d'une latte de parquet. Le déplacement d'un poids sur du vieux bois. Des pas, peut-être. Ou quelque chose qui voulait me faire croire que c'était des pas. J'ai sorti mon téléphone pour appeler le répartiteur. Pas de signal. Évidemment, j'ai sorti mon scanner de livraison, l'appareil portable qui suivait chaque colis, chaque arrêt, chaque signature. L'écran était gelé. Pas éteint. Gelé. L'écran montrait ma tournée, mais la carte était fausse. Les rues étaient différentes. Les noms étaient différents. Et au centre de la carte, là où l'épingle de destination aurait dû être, il n'y avait qu'un point noir palpitant. Puis l'écran a vacillé. La barre de statut a changé. Les instructions de livraison se sont mises à jour. 3 mots sont apparus sur l'écran, brillant d'un vert doux contre le fond gris. Entrée et livrée. J'ai fixé le scanner. J'ai fixé la porte ouverte. J'ai fixé le colis dans mes mains, avec son étiquette délavée, et son adresse de retour en un seul mot, et son poids trop léger pour sa taille. J'aurais dû courir. J'aurais dû lâcher le colis et sprinter vers ma camionnette, et m'enfuir aussi vite que le moteur pouvait m'emporter. Mais le scanner s'était mis à jour. Le système s'était mis à jour. Et une partie de moi, la partie qui avait travaillé dans le service client pendant 10 ans, la partie qui avait été formée à suivre les instructions et respecter les délais et ne jamais remettre en question l'algorithme, cette partie de moi a fait un pas en avant. J'ai franchi le seuil. La porte s'est refermée derrière moi. Je ne l'ai pas entendue se fermer. Je n'ai pas entendu le loquet s'enclencher ni les gonds tourner. J'ai simplement su, avec la certitude soudaine et absolue d'un cauchemar, que la porte était fermée et qu'elle ne s'ouvrirait pas avant que la livraison ne soit terminée. L'obscurité à l'intérieur de la maison était totale. Mes yeux se tendaient contre elle, cherchant des formes, des ombres, n'importe quoi qui pourrait me dire où j'étais. L'air était épais et vicié, lourd de l'odeur de poussière et de vieux tissus, et d'autres choses encore. Quelque chose de doux et de pourri, comme des fleurs laissées trop longtemps dans l'eau, comme du parfum appliqué sur quelque chose qui avait cessé de respirer. J'ai sorti mon téléphone et allumé la lampe torche. Le faisceau était faible, la batterie basse, mais c'était suffisant pour voir. La pièce était un salon, où l'avait été autrefois. Les meubles étaient drapés de drap blanc, le tissu jauni et raide de vieillesse. Les murs étaient couverts de vieux papier peint,
le motif délavé jusqu'à n'être plus qu'un fantôme de ce qu'il avait été. Il y avait une cheminée contre le mur du fond, le manteau vide à l'exception d'une fine couche de poussière. Au-dessus pendait un miroir dans un cadre ouvragé, mais le verre était sombre et réfléchissant, ne montrant rien que mon propre visage pâle et l'obscurité derrière moi. Je me suis avancée plus profondément dans la maison. Le colis était toujours dans mes mains. Je ne l'avais pas posé. Je n'avais même pas pensé à le poser. C'était comme si mes doigts s'étaient verrouillés autour de lui, comme si le colis était devenu une extension de mon corps. Le salon s'ouvrait sur un couloir. Le couloir s'étendait devant moi, plus long qu'il n'aurait dû l'être, bordé de portes toutes légèrement entr'ouvertes. Je suis passée devant elles une par une, projetant la lumière de mon téléphone à travers chaque entrebâillement. Chaque pièce était la même. Une chambre, une commode, un lit, une fenêtre aux rideaux pâles, les mêmes meubles, la même disposition, les mêmes proportions des copies, toutes des copies. Je me suis arrêtée à la 4e porte, et j'ai regardé en arrière. Le couloir derrière moi était obscur. La lumière de mon téléphone n'en atteignait pas le bout. Je ne pouvais plus voir la porte d'entrée. Je ne pouvais plus voir le salon. J'étais seule dans un corridor de pièces identiques, dans une maison qui n'aurait pas dû exister. Et puis j'ai entendu les pas. Ils étaient au-dessus de moi, doux et lents, un rythme presque naturel, presque humain. Mais il y avait quelque chose d'anormal. Une hésitation entre les pas, une qualité traînante, comme si celui qui marchait tirait quelque chose de lourd derrière lui. « Bonjour » ai-je appelé de nouveau. « J'ai une livraison. Pour cette adresse, j'ai juste besoin d'une signature et je pars. » Les pas se sont arrêtés. Le silence qui a suivi était pire que le bruit. Puis, de l'étage, une voix. « Vous êtes en retard. » 2 mots, prononcés doucement, presque tendrement. Il n'y avait pas de colère dans la voix, pas d'accusation. Juste un énoncé de faits, livré avec la certitude calme de quelqu'un qui attendait depuis très longtemps et savait, sans aucun doute, qu'il attendrait encore. « Je suis désolée » ai-je dit. Ma voix tremblait. L'adresse était incomplète. Je suis venue aussi vite que j'ai pu. Silence. Puis les pas de nouveau, plus au-dessus de moi. Ils étaient dans l'escalier maintenant. Lents, lourds, traînants. Chaque pas était un bruit sourd qui vibrait à travers les murs, à travers le plancher, à travers mes os. J'ai reculé loin de l'escalier. Le colis était chaud dans mes mains maintenant, plus chaud qu'il n'aurait dû l'être. Quand j'ai baissé les yeux, j'ai vu que l'emballage en papier brun s'était déchiré à un coin. Je n'avais pas remarqué qu'il se déchirait. Je n'avais rien fait pour le déchirer. Mais il était déchiré, et à travers l'ouverture, quelque chose était visible. Du tissu. Du vieux tissu. Taché et décoloré, et enroulé autour de quelque chose qui bougeait. J'ai lâché le colis. Il a heurté le sol avec un bruit trop mou pour sa taille. Le coin déchiré s'est fendu davantage, le papier brun se décollant comme de la peau morte. La chose à l'intérieur était enveloppée de tissu. Mais le tissu se desserrait, se déroulait, révélant ce qui se trouvait en dessous. Les pas étaient plus proches maintenant. Au pied de l'escalier, dans le couloir. Derrière moi, je me suis retournée. Le couloir était vide. Mais les murs avaient changé. Je n'avais pas remarqué que cela se produisait, mais les murs étaient plus proches maintenant. Le corridor était plus étroit. Les portes étaient moins nombreuses. L'air était plus épais sur les murs. Là où il y avait eu du papier peint délavé, il y avait maintenant des photographies. Elles pendaient en rangées ordonnées, encadrées de bois sombre, leurs verres reflétant la lumière de mon téléphone, comme des douzaines de minuscules miroirs. Je me suis approchée, le cœur battant si fort que je le sentais dans ma gorge. Les photographies montraient des hommes différents, des âges différents, des visages différents, mais tous portaient le même uniforme,
la même veste Willow Couriers, la même casquette, les mêmes bottes. Et tous tenaient le même colis. Le colis qui était maintenant sur le sol derrière moi. Le colis qui était toujours en train de se déballer tout seul. J'ai avancé le long de la rangée de photographies. Les visages des hommes se confondaient. Ils avaient tous l'air fatigués. Ils avaient tous l'air effrayés. Et ils se tenaient tous dans cette maison. Ce couloir, cet endroit exact. La dernière photographie de la rangée était différente. Le cadre était plus neuf. Le verre était plus propre. Et le visage sur la photographie était le mien. Je me tenais dans le couloir, dos à l'appareil photo. Le colis dans les mains. La photo avait été prise de derrière moi, juste par-dessus mon épaule. Comme si quelqu'un s'était tenu juste là, assez près pour me toucher, assez près pour me murmurer à l'oreille. Je me suis retournée brusquement. Rien. Le couloir était vide. Les murs étaient encore plus proches maintenant, se resserrant vers l'intérieur comme une gorge qui se contracte autour d'un cri. Le colis était complètement ouvert maintenant. Le papier brun était tombé. Le tissu s'était déroulé tout seul. Et à l'intérieur, niché dans un lit de vieux tissus et de fleurs séchées et de choses que je ne voulais pas identifier, il y avait un visage. Mon visage. Les yeux étaient fermés. La peau était grise et cireuse. Les lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, figées dans une expression qui n'était ni tout à fait paisible, ni tout à fait terrifiée. C'était mon visage, mais il était faux. C'était une copie, une réplique, un masque fait de quelque chose qui n'avait jamais été vivant. Les pas étaient juste derrière moi maintenant. Je pouvais sentir le froid irradié de ce qui se tenait là. Je pouvais sentir le parfum doux pourri, plus fort maintenant, si fort que je pouvais le goûter. Le scanner dans ma poche a vibré. Je l'ai sorti avec des mains tremblantes. L'écran avait changé de nouveau. 3 nouveaux mots brillaient sur l'écran. Livraison échouée. Réessayer. Les lumières ont vacillé. Le couloir s'est contracté. Les photographies se sont mises à trembler sur les murs. Et le colis sur le sol, le visage dans la boîte, a ouvert les yeux. C'étaient mes yeux. Mais il n'y avait rien derrière. Juste l'obscurité. Juste la faim. Juste le reflet d'un homme qui avait fait une livraison qu'il n'aurait jamais dû faire. J'ai couru. Je ne me souviens pas dans quelle direction. Je ne me souviens pas combien de portes j'ai passées. Je me souviens juste des murs qui frôlaient mes épaules, du sol qui basculait sous mes pieds, des photographies qui me regardaient pendant que je fuyais. Les visages dans les cadres n'étaient plus figés, ils bougeaient. Leurs yeux me suivaient, leur bouche s'ouvrait, et ils disaient tous la même chose, réessayer, réessayer, réessayer. J'ai atteint une porte. Je ne savais pas si c'était la porte d'entrée ou une autre copie. J'ai attrapé la poignée et j'ai tiré. Elle s'est ouverte. J'ai trébuché à travers, allaitant, pleurant, mon cœur essayant de s'arracher de ma poitrine. Et puis j'étais dehors. L'air froid m'a frappé comme une vague. Le brouillard était toujours là. Les arbres étaient toujours là. Ma camionnette était toujours là. Moteur au ralenti, les phares peignant la maison d'une lumière blanche crue. Tout était exactement comme je l'avais laissé, sauf une chose. Le colis était sur le siège passager. Le papier brun était toujours déchiré. Le tissu était toujours déroulé. Mais le visage à l'intérieur était différent maintenant. Ce n'était plus mon visage. C'était celui de quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un qui avait l'air fatigué et effrayé et creux, comme un homme qui conduisait la même tournée depuis trop longtemps. La portière du conducteur était ouverte. Je ne me souviens pas de l'avoir ouverte. Je ne me souviens pas d'avoir marché jusqu'à la camionnette. Mais j'étais là, debout à côté, fixant le colis qui m'avait suivi hors de la maison. Je l'ai ramassé. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine le tenir. Le visage à l'intérieur s'est tourné vers moi,
et ses lèvres ont bougé, et il a dit, d'une voix qui était ma voix et pas ma voix, « Livraison confirmée. Prochain arrêt, fin de Willow Road. » Je me suis réveillée dans mon propre lit. La lumière du soleil entrait à flots par la fenêtre. Les oiseaux chantaient. Le monde était normal. J'étais normal. J'étais vivant, mais mon uniforme était encore sur moi. Mes bottes étaient encore sur moi. Il y avait de la terre sur le sol, une traînée menant de la porte d'entrée à mon lit. Et sur la table de chevet, à côté de mon téléphone et de mes clés et de mon portefeuille, il y avait un colis. Il était enveloppé dans du papier brun. L'étiquette était écrite à la main, l'encre était délavée et tachée. Et dans le coin, là où l'adresse de retour aurait dû être, il y avait un seul mot retour. Je l'ai fixé longtemps. Je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai juste fixé, et j'ai attendu. Et je me suis demandé combien de temps j'avais avant que le scanner ne se mette à jour de nouveau. La réponse est venue à midi, quand mon téléphone a vibré avec une notification de Willow Courrier. Un nouveau service. Une nouvelle tournée. Et au bas du manifeste, dans cette même police légèrement décalée, 3 mots. Fin de Willow Road. Je n'y suis pas retournée. Ni cette nuit-là, ni la nuit d'après. J'ai appelé pour dire que j'étais malade. J'ai rappelé pour dire que j'étais encore malade. J'ai dit à Sheila que j'avais la grippe. Je lui ai dit que j'avais une urgence familiale. Je lui ai dit tout ce que je pouvais inventer pour éviter de remonter dans cette camionnette. Mais le colis était toujours là. Chaque matin quand je me réveillais, il était sur ma table de chevet. Je l'ai jeté. Il est revenu. Je l'ai enterré dans le jardin. Il est revenu. J'ai conduit 30 km hors de la ville et je l'ai jeté dans une benne derrière une station-service. Quand je suis rentrée chez moi, il était sur le pas de ma porte. Attendant Ed chaque nuit, à exactement 2h17, j'entendais le scanner vibrer dans l'autre pièce. Et la voix douce et patiente de l'étage, murmurait à travers les murs: vous êtes en retard. Réessayez. J'ai tenu 2 semaines. Puis, une nuit, je me suis retrouvée debout sur le parking de Willow Courriers. Je ne me souvenais pas d'avoir conduit jusque-là. Je ne me souvenais pas de m'être habillée. J'étais juste là, en uniforme, les clés de la camionnette à la main, le colis sous le bras. La camionnette attendait. Le moteur tournait. Les phares étaient allumés, Willow Road attendait, et j'étais si fatiguée de lutter, si fatiguée de fuir, si fatiguée de me réveiller avec de la terre sur le sol et un colis sur ma table de chevet et une voix dans ma tête murmurant les mêmes mots encore et encore et encore: réessayer. 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 Je suis montée dans la camionnette. J'ai conduit jusqu'au bout de Willow Road. J'ai frappé à la porte. Et quand elle s'est ouverte, quand l'obscurité à l'intérieur s'est tendue pour m'embrasser comme une vieille amie, je n'ai pas couru. Je n'ai pas crié. Je suis juste entrée, et j'ai laissé la porte se refermer derrière moi. Le colis était chaud dans mes mains. Le visage à l'intérieur souriait. Et quelque part à l'étage, la voix attendait. « Bon retour », dit-elle. « Vous êtes parfaitement à l'heure. » Quand ils ont trouvé la camionnette le lendemain matin, elle était garée au bout de Willow Road. Le moteur tournait encore. Les phares étaient encore allumés. La portière du conducteur était ouverte. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucun signe du chauffeur. Juste une camionnette vide, et une route vide, et une maison qui n'était pas là. Le système de livraison s'est mis à jour automatiquement. Un nouveau chauffeur a été assigné à la tournée. Le manifeste est apparu dans son scanner au début de son service. Il ne l'a pas remis en question. Il était nouveau. Il ne savait rien des chauffeurs qui étaient venus avant lui, des photographies sur les murs, des visages dans les boîtes. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il avait une livraison à faire. Il a conduit jusqu'au bout de Willow Road. Il a frappé à la porte. Il a attendu Ed quand la porte s'est ouverte,
et que l'obscurité à l'intérieur s'est tendue pour l'embrasser, il est entré sans hésiter. Parce que c'est ce que font les livreurs. Ils entrent, ils livrent, ils réessaient. Le colis l'attendait, il attend toujours. Et la voix douce et patiente de l'étage, sera toujours là pour murmurer les mêmes mots au même chauffeur, dans la même nuit sans fin. Vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Réessayez. La maison au bout de Willow Road a de nombreuses pièces, de nombreuses copies, de nombreux visages. Et chaque jour, un nouveau chauffeur arrive avec un nouveau colis et un nouveau nom. Et chaque jour, les photographies sur le mur s'agrandissent d'une unité. Alors si jamais vous conduisez tard la nuit, que votre GPS tombe en panne, et que vous vous retrouvez sur une route étroite qui n'apparaît sur aucune carte, et qu'au bout de cette route, il y a une maison sans lumière et sans maison voisine, faites demi-tour. Faites demi-tour et ne regardez pas en arrière. Ne vérifiez pas votre scanner. Ne répondez pas à la porte. N'écoutez pas la voix qui appelle votre nom depuis la fenêtre de l'étage. Parce que si vous vous arrêtez, si vous frappez, si vous entrez, vous ne repartirez jamais. Vous deviendrez un autre visage dans le couloir. Une autre photographie sur le mur. Un autre chauffeur tenant le même colis dans la même nuit sans fin. Et quelqu'un d'autre sera assigné à votre tournée. Quelqu'un d'autre conduira jusqu'au bout de Willow Road. Quelqu'un d'autre frappera à la porte. Et le cycle continuera, se nourrissant de livreurs et de promesses brisées et de colis qui n'ont jamais été destinés à être livrés. La maison est toujours là. Elle est toujours là. Au bout de Willow Road. À attendre, est le colis? Le colis attend toujours aussi. Enveloppé de papier brun. Étiquette manuscrite. Pas d'adresse de retour. Juste un seul mot dans le coin où le nom de l'expéditeur devrait être « Retour ». Si vous le voyez, ne l'ouvrez pas. Ne le touchez pas. Ne le regardez même pas. Conduisez simplement. Conduisez et ne vous arrêtez pas. Conduisez et ne regardez pas en arrière. Conduisez jusqu'à ce que la route se termine, et que le soleil se lève, et que le cauchemar s'estompe en souvenir. Mais si vous ne pouvez pas, si vous êtes déjà trop loin sur Willow Road, si les arbres se pressent tout près, et que le brouillard s'épaissit, et que votre téléphone a perdu son signal, alors il ne vous reste qu'une chose à faire. Livrez le colis. Entrez dans la maison. Réessayez. Parce qu'au bout de chaque tournée, il y a toujours une livraison de plus. Et cette livraison est la dernière que vous ferez jamais. Le dernier chauffeur n'est jamais rentré chez lui. Ni celui d'avant lui. Ni celle d'avant lui. Ils sont tous encore là, dans la maison au bout de Willow Road, à attendre que le prochain chauffeur arrive, à attendre que le prochain colis soit livré, à attendre que le cycle recommence. Maintenant, pendant que vous lisez ceci, pendant que vous écoutez ces mots, quelque part là-bas dans l'obscurité, un nouveau chauffeur pointe pour son service. Un nouveau manifeste s'imprime. Un nouveau colis attend. Et tout en bas de la liste, dans cette même police légèrement décalée, 3 mots fins de Willow Road. Le chauffeur ne sait pas encore. Ils ne savent jamais. Il suivra le GPS jusqu'à ce qu'il tombe en panne. Il suivra la route jusqu'à ce qu'elle se termine. Il frappera à la porte et attendra une réponse qui ne vient jamais. Puis la porte s'ouvrira. L'obscurité se tendra. Le scanner se mettra à jour. Et la livraison recommencera. Parce que certains colis ne sont jamais destinés à être livrés. Certaines maisons ne sont jamais destinées à être trouvées. Certaines routes ne sont jamais destinées à être empruntées. Et certains chauffeurs ne sont jamais destinés à rentrer chez eux. Si vous êtes dehors, si vous conduisez ce soir, si votre tournée vous emmène près de Willow Road, rendez-vous service. Éteignez le scanner, ignorez le manifeste, rentrez chez vous, appelez pour dire que vous êtes malade, démissionnez. Faites tout ce que vous devez faire.
Mais quoi que vous fassiez, ne livrez pas le dernier colis. Ne frappez pas à la dernière porte. N'entrez pas dans la dernière maison de la tournée de livraison. Parce que ça pourrait bien être la dernière maison, dans laquelle vous entrez jamais. La dernière porte à laquelle vous frappez jamais. Le dernier colis que vous tenez jamais. Et la prochaine fois que vous verrez une photographie d'un chauffeur fatigué dans une veste Willow Courrier, regardez attentivement son visage. Regardez attentivement ses yeux. Et demandez-vous, est-ce le reflet du flash, ou est-ce autre chose? Quelque chose de plus sombre. Quelque chose de plus vide. Quelque chose qui attend toujours au bout de Willow Road, que le prochain chauffeur arrive. La maison est toujours là. La porte est toujours ouverte. Et le colis? Le colis attend toujours attendant, vous.